L'histoire des Juifs de France, c'est votre rendez-vous histoire tous les matins en compagnie de Christophe Dard. Alors depuis 2 épisodes avec Christophe, nous nous intéressons à la vie et à l'œuvre de l'écrivain Marcel Proust, l'un des plus grands auteurs français. Et aujourd'hui, nous allons évoquer la pièce maîtresse de sa carrière littéraire, À la recherche du temps perdu, que Proust commence à écrire à partir de 1907 et qu'il achèvera au bout de 15 années de journées et de nuits d'écriture. Nous allons vous raconter ce matin ce roman donc emblématique de la littérature française, et c'est enfermé dans une chambre à Paris que Proust travaille, Christophe. Et fin 1906, il emménage au 102 boulevard Haussmann. Il vit cloîtré dans une chambre d'un appartement cossu. D'ailleurs, certains témoins diront qu'il y avait cette odeur assez particulière, mélange assez fort comme ça d'odeur poudrée. Vous voyez, il souffrait d'asthme et n'ouvrait en fait jamais les fenêtres. Appartement donc cossu, sauf lors des étés où il part sur la côte normande à Cabourg. Cabourg d'ailleurs qui va justement lui inspirer de nombreuses scènes de À la recherche du temps perdu. Porte fermée, il écrit donc sans arrêt, malgré sa santé fragile, le plus souvent allongé sur son lit, et donc il dépeint cette galerie d'au moins 200 personnages et qui couvre 4 générations de la fin du 19e, début 20e siècle. Ce ne sont pas en fait que les souvenirs du narrateur, même si bien sûr il est le héros du roman, mais plus globalement une réflexion psychologique sur la littérature, sur la mémoire, sur le temps, où on aborde les thèmes de l'amour, de la jalousie, de l'homosexualité, de l'art, de la critique des milieux bourgeois et de la noblesse. On retrouve aussi l'actualité de l'époque, on va y revenir, les guerres et bien sûr l'affaire Dreyfus. Proust est un perfectionniste, il modifie, enlève, rature, rajoute, il colle souvent des paperoles sur les pages, ce qui a quoi de rendre fou les imprimeurs. Finalement, après 6 ans de travail, un premier tome de À la recherche du temps perdu, du côté de chez Swann, paraît, nous sommes en 1913, mais le livre est refusé chez l'éditeur Gallimard et finalement édité à compte d'auteur chez Grasset. Gallimard a dû s'en vouloir à l'époque. Du côté de chez Swann qui s'ouvre par un célèbre incipit. Je pense que vous le connaissez, il en a longtemps, je me suis couché de bonne heure. Ouais. Cette fameuse phrase qui ouvre À la recherche. Et je poursuis parce qu'évidemment, il faut citer, quand on fait ce genre d'émission, il faut citer du Proust. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors » et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Du côté de chez Swann, s'ouvre donc par une première partie, Combray, du nom de cette ville imaginaire où le narrateur a passé son enfance. Il évoque sa relation avec sa mère, dont il réclame la présence le soir avant de se coucher. Alors on fait la connaissance de personnages clés du roman, à commencer par Charles Swann, la figure du dandy fortuné, mondain et cultivé. D'origine juive, c'est le personnage le plus important de l'œuvre. Proust le décrit comme un homme au nez busqué, aux yeux verts, sous un haut front entouré de cheveux blonds et presque roux, et qui porte la moustache. Il est en fait un peu l'alter ego de Marcel Proust. On sait d'ailleurs peu de choses des origines de ce personnage, à part qu'il vient d'une famille parisienne très fortunée, que son père était agent de change, très discret. Charles Swann ne travaille pas, sauf sur la rédaction d'une biographie du peintre flamand Vermeer. Il possède un château, donc aux environs de Combray, et son mariage avec Odette de Crécy, une mondaine, a été très mal perçu par la petite bourgeoisie de Combray. Les parents du narrateur ont toujours refusé de la rencontrer car ils ont eux aussi une piètre opinion de la femme de Swann. Et puis on rencontre aussi dès les premières pages Madame Verdurin qui tient un salon quasi-conti à Paris et qui tente de rassembler autour d'elle un groupe de fidèles auxquels elle veut imposer avec leur consentement ses goûts artistiques, mais elle veut aussi diriger leur vie sentimentale, notamment concernant Swann. Oui, en fait, dès les premières pages d'À la recherche, on rencontre effectivement les héros qui vont suivre cette œuvre immense. Il y a les membres, par exemple, de la famille des Guermantes, cette prestigieuse famille. Oriane, la duchesse, qui tient salon Faubourg Saint-Germain, fascinée par elle depuis son enfance. Le narrateur finit par la rencontrer et devient un habitué de ses réceptions et de son salon. Dans la famille Guermantes, il y a aussi Palamède de Guermantes, le frère cadet du duc, le baron de Charlus, un homme cultivé, au goût raffiné, à la piété assumée, un homosexuel âgé d'une quarantaine d'années quand le narrateur le rencontre, et anti-Dreyfusard convaincu, car oui, assez rapidement, effectivement, on parle aussi de l'affaire Dreyfus. Et puis on rencontre ici un autre personnage juif, Albert Bloch, ami d'enfance du narrateur, bourgeois juif parisien, très extraverti, qui peut se montrer tantôt généreux et agréable, ou tantôt mal élevé et détestable. Et lui, sera résolument Dreyfusard par la suite quand éclatera l'affaire. Du côté de
chez Swann, le premier tome de À la recherche du temps perdu, on trouve aussi le célèbre épisode de la Madeleine, ce phénomène qui fait revenir ou réactive un souvenir à la mémoire d'une personne à partir d'un objet, d'un son, d'une senteur ou d'un geste. Je vous cite l'extrait. Tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe. Quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté, quand d'un passé ancien rien ne subsiste. Après la mort des êtres, après la destruction des choses, seul, plus frais mais plus vivace, plus immatériel, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. C'est donc de là que vient l'expression la Madeleine de Proust. Exactement. Et oui. Alors, du côté de chez Swann, dans la première partie, Combray, comme dans la seconde, un amour de Swann que l'on peut lire comme un roman à part, d'ailleurs, Proust fait référence à beaucoup de choses dans le domaine des arts, de la botanique et de l'actualité. Ce sera une constante dans À la recherche du temps perdu. Oui, effectivement, il en fit de nombreuses références. Wagner, Liszt, les cathédrales, l'architecte Viollet-le-Duc, qui avait restauré des monuments du Moyen-Âge au 19e siècle, mais aussi Saint-Simon, Dante, la Biche, mais aussi des fleurs, beaucoup de fleurs chez Proust, qu'il faut dire effectivement adorait cela. Et d'ailleurs, souvent, les fleurs sont arborées à la boutonnière de ses héros. Et puis, on parle aussi de philosophie, de théâtre, de l'actrice Sarah Bernard, dont d'ailleurs on consacrera un épisode prochainement, car elle était d'origine juive. Et puis aussi la gastronomie, la psychologie et même l'antisémitisme. Alors, après la publication du côté de chez Swann, Proust se remet au travail. En 1919, paraît chez Gallimard le deuxième tome, À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et là, le narrateur parle de ses relations à Paris, va également pour la première fois au théâtre, et puis il fait la rencontre des Swann, Charles Swann, qui le prend en amitié. À cette occasion, il découvre Balbec, station balnéaire imaginaire située en Normandie et dont la résonance est proche avec une ville qui, elle, est réelle dans la région Bolbec. Il s'installe dans un hôtel, connaît personne, puis fait des rencontres, et là, il va tomber amoureux de plusieurs jeunes filles, dont une en particulier, Albertine Simonet, l'une des jeunes filles donc en fleurs, rencontrées à Balbec. Orpheline élevée par sa tante dans la grande bourgeoisie, elle a, je cite, les cheveux bruns épais, de grosses joues mates, un petit nez rose de chatte et un grain de beauté. Comme toujours, les personnages de Proust sont influencés par l'entourage de l'écrivain, bien sûr. Ainsi, le personnage d'Albertine a comme modèle possible Alfred Agostinelli, chauffeur et secrétaire occasionnel de Proust, mort dans un accident d'avion en 1913. Et Proust se fait également mémorialiste. Il évoque le crash de l'Union Générale en 1882, une banque catholique qui fait faillite, ce qui va déclencher de l'antisémitisme, la visite du tsar Nicolas II en France en 1896 pendant 5 jours et, bien sûr, l'affaire Dreyfus. Et le passage le plus célèbre est celui-ci. Proust écrit en effet: pareil au kaléidoscope qui tourne de temps en temps, la société place successivement de façon différente des éléments qu'on avait cru immuables et compose une autre figure. Ces dispositions nouvelles du kaléidoscope sont produites par ce qu'un philosophe appellerait un changement de critères. L'affaire Dreyfus en amena un nouveau à une époque un peu postérieure à celle où je commençais à aller chez Madame Swann, et le kaléidoscope renversa une fois de plus ses petits losanges colorés. Tout ce qui était juif passa en bas, fût-ce la dame élégante, et des nationalistes obscurs montèrent prendre sa place. Vous voyez, on a l'impression que c'est assez léger comme ça, mais en fait, entre les lignes, il s'engage d'une certaine manière. Je poursuis. Le salon le plus brillant de Paris fut celui d'un prince autrichien et ultra-catholique, qu'au lieu de l'affaire Dreyfus, il fut survenu une guerre avec l'Allemagne, le tour du kaléidoscope se fut produit dans un autre sens. Les Juifs, ayant à l'étonnement général montré qu'ils étaient patriotes, auraient gardé leur situation et personne n'aurait plus voulu aller, ni même avouer être jamais allé chez le prince autrichien. Eh bien, merci beaucoup Christophe Dard pour ce nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France. Et avec vous, nous continuerons de feuilleter donc les belles pages de À la recherche du temps perdu au prochain numéro.